Je vais concentrer mon intervention sur la situation au Sahara occidental. Ce territoire qui constitue la dernière colonie en Afrique est le plus vaste territoire occupé dans le monde. Et la décolonisation de ce territoire figure dans l'agenda des Nations Unies depuis 1963. Presque 60 ans. Et après 6 décennies écoulées, le peuple du Sahara occidental ne connaît que l'exil ou l'oppression. Madame la Présidente, il y a à peine 2 semaines, exactement le 4 octobre, il y a eu un développement hautement historique sur ce dossier. Un développement qui est venu s'ajouter à l'édifice des fondamentaux juridiques sur la question du Sahara occidental. Je voudrais rappeler ici la décision définitive et sans appel prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire portant sur le Sahara occidental et les accords commerciaux Union européenne-Maroc en matière de pêche et de produits agricoles. Et je voudrais relever ici 2 fondations immuables qui ont été consacrées par cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. 1. Le territoire du Sahara occidental est distinct de celui du Maroc et son statut constitue une question de décolonisation. Et je cite, « Les accords commerciaux Union européenne-Maroc en matière de pêche et de produits agricoles, accords auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif au traité. » Fin de citation. Deuxièmement, le Front Polisario est le représentant légitime et exclusif du peuple sahraoui. Et je cite, « Le Front Polisario est l'interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental. Vu les incidences sur le droit de ce peuple à l'autodétermination, le Front Polisario satisfait aux conditions pour pouvoir contester devant le juge les décisions litigieuses dans l'intérêt du peuple sahraoui. Au-delà de la signification juridique, judiciaire et politique de cette énième décision de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a 3 enseignements. La première, c'est une sentence de constance qui exprime la légalité internationale,
qui a toujours été claire, forte et immuable. Et je rappelle à ce sujet l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 qui a indiqué que la Cour n'a trouvé aucun lien juridique de nature à affecter l'application de la résolution 1514 sur la décolonisation du Sahara occidental. Rappelez-vous, à cette même période, il y a eu un accord appelé Accord de Madrid sur la partition du Sahara occidental. Aucun terme de cet accord n'a été accepté par la communauté internationale. La communauté internationale qui a décidé, réaffirmé en novembre 1979 le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies, conformément aux objectifs de la résolution 1514. À relever encore que le secrétaire général des Nations Unies affirme dans tous ses rapports annuels que le Conseil de sécurité examine la question du Sahara occidental comme une question de paix et de sécurité, appelant à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La 4e commission et le comité des 24 l'abordent comme une question de décolonisation. Deuxièmement, et de manière importante, je dois le souligner, le destin d'un peuple ne peut être décidé que par lui-même. Et cela a été réaffirmé par les résolutions 1514, 1541 ou encore 26-25. La doctrine onusienne sur la décolonisation est restée immuable. Et les modalités de mise en œuvre du droit à l'autodétermination doivent être déterminées par le peuple sahraoui. Dois-je ajouter que nul ne peut, pour répondre à certains collègues, nul ne peut offrir le sceau de la souveraineté sur le Sahara occidental en dehors de la volonté librement exprimée du peuple sahraoui. Nul ne peut invoquer les investissements, l'ouverture de consulats en remplacement de l'autodétermination d'un peuple encore sous domination coloniale. Je vais maintenant donner la parole au distingué représentant du Maroc. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser nos sincères félicitations ainsi qu'aux autres membres du Bureau pour votre élection et vous assurer de la pleine et totale coopération de la délégation du Royaume. Madame la Présidente, le 22 septembre dernier, dans ce même bâtiment, nos chefs d'État et de gouvernement se sont engagés durant le sommet de l'avenir à œuvrer pour édifier un monde plus pacifique, plus juste et plus durable. Ils ont adopté le pacte pour l'avenir, dans lequel ils ont exprimé leur détermination collective
non seulement à résoudre les conflits existants, mais aussi à construire des sociétés résilientes, capables de vivre en paix et de relever collectivement les défis futurs. Les principes et valeurs qui ont présidé à ce pacte sont ceux-là même que le Royaume du Maroc a fait sien pour le règlement du différend autour de son Sahara, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. En présentant cette initiative au Conseil de sécurité en 2007, le Maroc a fait l'audacieux pari d'une solution négociée, non imposée, une solution inclusive, non partisane, une solution projetée vers l'avenir et non ferrée dans une vision passéiste. En d'autres termes, il représente un choix autant stratégique qu'irréfragable, qui se trouve aujourd'hui consacré par l'esprit et la lettre du pacte pour l'avenir, particulièrement ses principes et actions suivantes. Premièrement, le pacte rappelle le rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Royaume du Maroc ne conçoit pas de règlement de la question du Sahara marocain en dehors du cadre de l'Organisation des Nations Unies et de son Conseil de sécurité. Le Royaume a de tout temps réaffirmé sa pleine adhésion au processus politique mené sous les auspices exclusifs du secrétaire général des Nations Unies avec la facilitation de son envoyé personnel. Cependant, depuis 3 ans, ce processus politique se trouve malheureusement entravé par l'Algérie, qui refuse de s'y réengager en sa qualité de partie principale, et ce, malgré les appels répétés du secrétaire général, des résolutions du Conseil de sécurité et des efforts de l'envoyé personnel. Deuxièmement, le pacte consacre la poursuite et l'application de mesures pour promouvoir la paix et la sécurité. À cet égard, le Royaume du Maroc a toujours fait preuve de bonne volonté à appeler à un dialogue sincère et cordial avec l'Algérie pour le règlement de ce différend qu'elle a créé de toutes pièces il y a 50 ans. Cette politique de la main tendue, constamment réitérée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, émane de la volonté sincère du souverain de créer un environnement de paix, de sécurité et de concorde dans la région. Cependant, ces appels sont restés sans réponse, puisque l'Algérie persiste dans son hostilité à l'encontre de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et attise la tension par son proxy, le groupe séparatiste armé le Polisario. Troisièmement, le pacte réaffirme l'attachement à la diplomatie préventive, au règlement pacifique des différends et à l'importance du dialogue entre les États. L'engagement du Royaume dans ce cadre s'est déjà reflété dans la soumission 2007 de l'initiative marocaine d'autonomie en réponse à l'appel du Conseil de sécurité. Cette initiative est considérée par le Conseil comme sérieuse et crédible dans ses 20 dernières résolutions. Regrettablement, l'Algérie refuse depuis 3 ans de reprendre sa place autour de la table ronde, ce qui porte atteinte au principe du règlement pacifique des différends, paralyse le processus politique pour la résolution de la question du Sahara marocain, bloque les efforts des Nations Unies et condamne les populations séquestrées dans les camps de Tindouf à vivre dans des conditions inhumaines sans aucune perspective d'avenir. Quatrièmement, le pacte souligne l'engagement à adopter une approche de coordination et la mise en œuvre de politiques qui préservent les besoins et les intérêts des générations futures. L'initiative marocaine d'autonomie propose une gouvernance démocratique, locale, substantielle, et ce grâce à une large dévolution des pouvoirs pour une plus grande participation de la population locale à la prise de décisions politiques. Ce qui est conforme au principe du pacte qui vise à renforcer les communautés locales et à veiller à ce que la gouvernance soit exercée par la population locale et réponde à ses besoins et aspirations. Ce n'est malheureusement pas le cas des camps de Tindouf, où les populations séquestrées sont prises en otage par un groupe séparatiste armé avec la complicité de l'Algérie, les privant ainsi de regagner leur mère patrie, le Maroc, afin de participer à la vie politique, économique et sociale des provinces sahariennes. Cinquièmement, le pacte appelle à la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans la vie politique et économique. Au Sahara marocain, les femmes et les jeunes jouent un rôle central dans la société, qui jouissent d'un taux de participation politique élevé, y compris dans la gestion des affaires locales, à travers des organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Ils ont contribué à l'élaboration de l'initiative marocaine d'autonomie ainsi qu'aux tables rondes du processus politique. À l'opposé, leurs frères et sœurs dans les camps de Tindouf sont victimes de la captation de leur enfance et leur jeunesse par l'Algérie qui les enrôle dans les milices armées du Polisario, et ce, en violation du droit international et des principes de Paris. L'Algérie a tout simplement substitué les camps d'entraînement
et l'endoctrinement aux écoles et à l'éducation. Sixièmement, le pacte insiste sur le renforcement des efforts visant à assurer l'accès à la justice pour tous. L'initiative marocaine d'autonomie prévoit plusieurs mécanismes de justice visant à établir un cadre juridique et judiciaire adapté, notamment la création de tribunaux locaux, favorisant ainsi un accès plus libre et équitable à la justice. Pour sa part, l'Algérie a, en violation du droit international, dévolu sa souveraineté, y compris ses pouvoirs juridictionnels, dans les camps de Tindouf au Polisario, comme cela a été relevé par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Septièmement, le pacte appuie la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementales. La solution sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie a le potentiel de renforcer la croissance et le développement économique au Sahara marocain à travers des initiatives économiques répondant aux besoins de la population locale, particulièrement grâce au nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud initié par Sa Majesté le Roi, ce qui a conduit à la création d'emplois et l'amélioration de niveau de vie. Cependant, les 40 000 personnes des camps de Tindouf vivent dans une situation de précarité absolue, aggravée par une dépendance depuis 50 ans de l'assistance humanitaire internationale, systématiquement détournée par le groupe séparatiste armé du Polisario, comme cela a été confirmé par l'Union européenne et le PAM. Huitièmement, le pacte soutient la mise en place d'institutions pour défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'initiative marocaine d'autonomie apporte toutes les garanties pour le respect et la promotion des droits de l'homme, notamment la représentation locale, l'inclusivité dans la prise de décision, l'indépendance du système judiciaire et la promotion des droits socio-économiques, ainsi que la préservation de l'identité culturelle hassani. À l'opposé, les camps de Tindouf sont une prison à ciel ouvert où les pires exactions sont commises en toute impunité à l'encontre de ces populations qui sont privées de leurs droits les plus élémentaires. Même les mécanismes de traité des droits de l'homme sont interdits de visite à Tindouf. Enfin, neuvièmement, le pacte promeut l'intégration et la coopération régionale. En droite ligne avec le pacte pour l'avenir, l'initiative marocaine d'autonomie ambitionne de ramener la paix à la région en consolidant le bon voisinage, en renforçant la stabilité, en favorisant la coopération bilatérale et en créant les conditions de développement et en établissant une intégration sous-régionale et régionale. Pour sa part, l'Algérie agit à contre-courant du pacte en fermant les frontières, hébergeant et armant un groupe séparatiste armé, imposant le visa, condamnant l'Union du Maghreb arabe à l'immobilisme et privant les pays de la région d'un immense potentiel de coopération pour relever les défis, notamment sécuritaires, qui menacent l'Afrique du Nord. Madame la Présidente, la dynamique croissante de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie dénote de l'adhésion de la communauté internationale à la vision portée par le Royaume pour l'avenir du Sahara marocain. N'en déplaise à ce qu'on a entendu il y a juste quelques minutes. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'États membres, toutes régions confondues, dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité, 19 pays de l'Union européenne, ainsi que les organisations sous-régionales et régionales, ont exprimé leur ferme soutien à la proposition marocaine comme seule et unique base crédible pour la solution politique. Les interventions ces derniers jours, jusqu'à aujourd'hui, devant cette commission, en ont témoigné avec éclat. Bien plus, l'ouverture du consulat généraux d'une trentaine de pays dans les villes de Laayoune et Dakhla sont une preuve irréfutable de la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara. L'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc est la seule et unique base pour le règlement de ce différend régional. Elle garantit la gestion par les populations locales de leurs affaires. Il favorise la renaissance du Maghreb arabe et pour le développement, la stabilité régionale. Cette initiative a le mérite de se projeter dans l'avenir en pleine harmonie avec le pacte adopté le mois dernier. Puisse l'Algérie saisir ce message et comprendre qu'après 50 ans, son projet séparatiste pour le Sahara a irrémédiablement échoué. Le Sahara est redevenu marocain en 1975 tel qu'il l'a été depuis la nuit des temps. Je voudrais conclure, Madame la Présidente, en réaffirmant le soutien ferme, constant du Royaume du Maroc. Maintenant, donner la parole au distingué représentant de l'Algérie pour un droit de réponse. Madame la Présidente, le distingué représentant du Maroc a évoqué à répétition le pacte sur le futur.
mais il a omis d'évoquer la référence cardinale faite dans ce document que nous avons tous adopté. Le droit à l'autodétermination et la légitimité de la résistance contre l'oppression et l'occupation coloniale. La question du Sahara occidental est justement dans cette référence. Est-ce que je peux relever, comme tous dans cette salle, qu'en 10 minutes, le distingué représentant du Maroc n'a pas prononcé une seule fois le mot Sahara occidental. Et pourtant, c'est la question qui est inscrite à l'ordre du jour de l'agenda de cette commission. C'est une référence Sahara occidental qui est interdite dans le narratif de mon collègue et voisin. Deuxièmement, si nous parlons du Sahara occidental et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, c'est parce qu'au Maroc, il y a des violations massives des droits fondamentaux de la population sahraoui. Il y a des exactions minutieusement documentées par de nombreuses organisations internationales et africaines de droits de l'homme et qui ont été dernièrement soulignées par le secrétaire général des Nations Unies dans le rapport qui est devant vous sur le Sahara occidental. Ces atteintes aux droits de l'homme comprennent, entre autres, la disparition forcée des militants sahraouis, la torture des prisonniers d'opinion, les détentions arbitraires, les brutalités policières, l'intimidation et les exécutions extrajudiciaires. De surcroît, l'intégralité du territoire occupé du Sahara occidental est soumise à un siège militaire si hermétique que depuis 9 ans, même les experts du Haut Commissariat aux réfugiés, même les experts défenseurs de droits de l'homme n'ont pas pu fouler le sol au Sahara occidental. Oui, ils sont venus au Maroc, mais jamais au Sahara occidental. Madame la Présidente, si nous sommes réunis ici, c'est pour donner justice au peuple du Sahara occidental, qui ne demande que le droit de choisir son avenir. Et le seul moyen de choisir son avenir, c'est par le droit à l'autodétermination. Faisons en sorte que ce droit soit appliqué également au peuple du Sahara occidental. Je vous remercie. I will now give the floor to the distinguished representative of Morocco for the right of reply. You have the floor. Merci Madame la Présidente. J'aurais tant souhaité que mon frère, l'ambassadeur d'Algérie, n'use pas de son droit de réponse parce que il a exposé son point de vue, j'ai exposé le mien, mais apparemment il aime le spectacle. Et je crois qu'il n'a pas compris l'essence de mon intervention. C'est une intervention qui est basée, qui est orientée vers l'avenir, qui parle de paix, réconciliation, négociation, règlement de différends, développement, prospérité, intégration régionale. Et lui, il est dans sa logique de conflictualité. Il a oublié que, ou peut-être, je dirais, il a oublié
que la salle a résonné pendant 10 jours de soutien à la marocanité du Sahara, de soutien à l'initiative d'autonomie et d'appel à l'Algérie de reprendre sa place autour de la table de négociation. Il est vrai que l'Algérie souffre d'une pathologie schizophrénique, parce que d'un côté, elle est neutre, elle n'est pas partie prenante, mais de l'autre côté, elle donne les leçons et il interpelle et il demande à notre commission d'agir, mais il oublie de demander au Conseil de sécurité. C'est bizarre. Il ne parle pas du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité le responsabilise. Parce que le Conseil de sécurité, c'est la source du droit international. Parce que le Conseil de sécurité, c'est celui qui négocie et qui mandate l'envoyé personnel pour trouver une solution. Mais malheureusement, l'Algérie, comme d'habitude, fait abstraction de cela. Comme ici, il n'entend pas les échos des interventions que nous avons eues aujourd'hui. Madame la Présidente, l'ordre du jour de notre commission, elle est composée de 5 points et plusieurs sous-points. Il y a la question de la Palestine, le Liban, les territoires arabes occupés. Et mon frère, l'ambassadeur d'Algérie, s'obstine chaque fois, ce n'est pas la première fois, s'obstine depuis pratiquement 50 ans à n'aborder que la question du Sahara ici. Où est le rôle de l'Algérie dans les autres? Et juste le point de vue de l'Algérie sur les autres questions. Non, l'Algérie, il a une obsession, c'est le Sahara. Mais répondons à son... Il parle de peuple. Quel peuple? Il n'y a pas de peuple sahraoui. Il y a des populations sahraouies. Une partie de cette population a été forcée par les milices du Polisario et l'armée algérienne qui a subi des pertes au Sahara au début de ce conflit pour les parquer dans les camps de Tindouf. S'il veut parler de peuple, il n'a qu'à ouvrir les camps pour savoir est-ce que c'est le peuple du Sahara, est-ce que c'est le peuple algérien, est-ce que c'est le peuple des réfugiés maliens, nigériens, tchadiens. En plus, je voudrais lui rappeler qu'il n'y a pas de définition claire du terme peuple. Même la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine n'a pas réussi jusqu'à maintenant à donner une définition claire sur le terme peuple. Tantôt les gens parlent de peuple, tantôt parlent de population. Peu importe, c'est juste pour lui dire qu'il y a des populations au Maroc et il y a des réfugiés en Algérie. En ce qui concerne l'autodétermination, il est tellement obnubilé par le Maroc qu'il oublie de lire l'initiative d'autonomie. Je crois qu'il y a une sensibilité à l'égard de l'initiative d'autonomie. L'initiative d'autonomie prévoit la consultation populaire au terme des négociations. S'il veut savoir si le peuple, la population du Sahara marocain est d'accord, dans les camps également, trouvons un accord, trouvons une solution politique, comme le préconise le Conseil de sécurité, qui puisse être consensuel, durable, pragmatique et basé sur le compromis. C'est uniquement grâce à la négociation, grâce aux tables rondes, grâce à la responsabilisation des 4 parties que cette région pourra trouver la paix, la stabilité. En attendant, le Maroc poursuit son chemin de développement de la région du Sahara et laisse l'Algérie persister et sombrer. Je vais donner maintenant la parole au distingué représentant de l'Algérie pour sa seconde intervention. Donc, c'est 3 minutes. Vous avez la parole. Je serai bref. Vous avez vu que j'avais raison. Le distingué délégué du Maroc ne peut pas prononcer le mot Sahara occidental. Comme il ne peut pas prononcer le mot peuple sahraoui. Et pourtant, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, ont créé la MINURSO, qui m'a mis en place une commission d'identification
pour ceux qui doivent voter pour ou non l'indépendance du Sahara occidental, pour ou non l'intégration au Royaume du Maroc. Qui bloque la mission de la MINURSO, qui, je vous le rappelle, est la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais passons. Mon pays soutient et continue de soutenir les efforts du secrétaire général des Nations Unies, les efforts de son représentant personnel, M. de Mistura, pour trouver une solution politique à la question du Sahara occidental. Nous ne posons pas de limite à ces efforts, autre que le respect du droit à l'autodétermination. Mon collègue marocain, il n'a que lire la documentation de son pays qui dit qu'ils ne sont en mesure d'accepter une solution que dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est contraire à tout ce que nous faisons aux Nations Unies. Madame la Présidente, mon pays est un pays de paix et épris de paix. Et si je dois répondre à mon collègue marocain, la diplomatie algérienne n'est pas seulement concentrée à la question du Sahara occidental, qui demeure importante pour notre région. La diplomatie algérienne défend également la Palestine. Et je viens d'arriver d'une réunion du Conseil de sécurité et je vais y retourner pour défendre le droit des Palestiniens à vivre en paix sur le territoire. C'est une autre population sous oppression. C'est un autre territoire occupé. Vous remercie. Maintenant, donner la parole au distingué représentant du Maroc pour sa seconde intervention. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Désolé de reprendre la parole, mais je dois répondre à mon frère, l'ambassadeur d'Algérie. Je commencerai par le dernier élément qu'il a abordé. Il défend la question palestinienne. C'est vrai, mais au nom du groupe arabe, parce que c'est le représentant du groupe arabe au Conseil de sécurité. Si l'Algérie est tellement attachée aux droits du peuple palestinien, pourquoi interdit-elle les manifestations du peuple algérien dans les rues d'Alger et ailleurs pour soutenir Gaza, pour soutenir le Liban, pour soutenir la Cisjordanie? Non, c'est une interdiction. Personne n'a le droit de... Au Maroc, chaque semaine, il y a des manifestations devant le Parlement dans les grandes villes. Deuxièmement, mon frère algérien, je crois, il est très affecté par le fait que je parle de Sahara marocain. Si je ne parle pas de Sahara occidental, parce que tout simplement, Sahara occidental n'a jamais existé dans l'histoire. Il n'y avait que le Sahara marocain. Malheureusement, la colonisation a changé. Et même lorsque le Maroc a inscrit la question du Sahara en 1963, là, malheureusement, mon frère algérien ne veut jamais que c'est le Maroc qui a inscrit cette question. Sa première résolution de l'Assemblée générale demandait à l'Espagne de négocier avec le Maroc pour le Sahara et la région définie. Après, le nom a évolué du Sahara espagnol, après le Sahara occidental. Et ça, c'est pour l'histoire. Il parle de l'autodétermination. L'autodétermination est un principe universel. Pourquoi veut-il l'appliquer exclusivement, uniquement à la région du Sahara marocain? Pourquoi son pays refuse de l'octroyer au peuple kabyle, qui existait en tant que royaume avant la naissance de la République algérienne en 1962. L'Algérie doit être suffisamment courageuse. Si elle défend un principe, il ne faut pas qu'il soit exclusif.
il faut qu'elle respecte son caractère universel. Néanmoins, le Maroc continuera toujours à défendre son Sahara. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, nous espérons que l'Algérie se rende à l'évidence que son projet séparatiste est déjà voué à l'échec et que la caravane du développement du Sahara se poursuivra normalement malgré, je ne dirai pas le terme,